Donc, du coup, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc, c'est une conférence qui est organisée en partenariat avec SoftKids, qui est une application qui permet de cultiver les compétences socio-comportementales à la maison et en classe. Donc, aujourd'hui, on va plus aborder le volet en classe et on est ravis d'accueillir Grégoire Porce, donc, qui est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation et qui est également directeur du laboratoire de psychologie du développement de l'enfant. Bonsoir Grégoire. Et donc aujourd'hui, Grégoire va répondre à la question pourquoi entraîner les compétences socio-comportementales à l'école. Et puis, on va ensuite vous présenter une recherche collaborative qui aura lieu donc dans quelques semaines, donc à la fin de cette conférence. Et donc, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions, puisque à l'issue de la présentation de Grégoire, on pourra poser les questions que vous lui avez posées. Donc, n'hésitez pas à les poser dans la phase questions. Grégoire, je te laisse commencer. Bon, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là ce soir avec vous. Alors, la question finalement à laquelle je vais essayer de répondre dans les 25 minutes qui me sont imparties, c'est d'expliquer en quoi il est important aujourd'hui de travailler sur les compétences socio-comportementales à l'école, pourquoi il faut les entraîner, comment on peut finalement les entraîner et quelles sont les données qui suggèrent que ça peut être un levier finalement pour accompagner les apprentissages scolaires et la réussite éducative des élèves. Alors, pourquoi c'est un enjeu? Je vais simplement vous présenter quelques études finalement qui montrent que nous sommes dans une situation un peu particulière suite à la crise de la Covid et que cette crise de la Covid, elle a eu des impacts notamment sur le bien-être chez l'enfant. Ici, c'est des données qui viennent des États-Unis, mais on a des données maintenant qui sont relativement concordantes. Une étude qui a été menée par Santé publique France en France et qui montre effectivement que une large partie des enfants, alors entre 15 et 20 à 25% des enfants et un peu plus d'adolescents ont des difficultés psychologiques suite à cette crise de la Covid, alors notamment du fait de la fermeture des écoles, du fait du manque de socialisation, des problématiques effectivement d'exposition parfois à de la violence intrafamiliale, et que tout ça a pu finalement avoir des effets en cascade sur le bien-être ressenti par ces enfants. Et ici, cette étude suggère qu'effectivement, on a un nombre important d'enfants, par exemple, qui ont des difficultés d'interaction entre les pairs. Je pense que pour ceux et celles d'entre vous qui travaillez dans les écoles, vous avez dû vous rendre compte qu'effectivement, post-crise de la Covid, on a des difficultés relationnelles entre les enfants, on a des problématiques aussi d'hyperactivité. Alors, on n'est pas ici dans le trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, on a simplement effectivement des comportements de difficultés de régulation des comportements, en tout cas chez les enfants. On a aussi des problèmes de conduite au sein de l'école. Ici, on voit dans cette étude qu'à peu près 20% de l'échantillon a des difficultés de comportement à l'école. On a aussi des problématiques de comportement et de problèmes de régulation émotionnelle. Et si on agrège toutes ces difficultés, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près, en tout cas aux États-Unis, 25% d'échantillons, ou un peu moins de 25% d'échantillons, qui ont des difficultés suite à cette crise de la Covid. Alors, cette crise de la Covid, elle n'a pas affecté que le bien-être de l'élève, elle a aussi eu des effets, et ça vous vous êtes rendu compte de cela, aussi sur les apprentissages des élèves, et vous savez sans doute qu'on a maintenant un certain nombre de données, alors qui viennent de différents pays, la Hollande, mais aussi en France, qui suggèrent qu'effectivement, on a observé moins d'apprentissage qu'on aurait pu l'attendre entre le moment où les écoles, pendant le temps où les écoles ont fermé. On a notamment un certain nombre d'études qui ont été menées juste avant la fermeture des écoles, juste après la fermeture, juste au moment de la réouverture des écoles, qui suggèrent que, bon, non seulement indépendamment des matières, on a eu des pertes d'apprentissage, c'est-à-dire que la courbe d'apprentissage est moins importante que celle qui était espérée, mais surtout, on observe aussi que cette perte d'apprentissage, elle n'a pas affecté de la même manière tous les enfants. Elle a eu un effet plus important pour les enfants qui viennent de milieux sociaux moins favorisés. Vous verrez que ça a son importance parce que quand on se développe et quand on évolue dans un milieu social moins favorisé, on est aussi plus soumis à des problématiques d'environnement socio-émotionnel qui a tendance à être un peu moins stable. On est plus soumis à du stress chronique et que tout ça va jouer
sur les compétences socio-émotionnelles, socio-comportementales, et que ça aura des effets également sur les apprentissages. Et puis on sait que c'est vrai pour l'enfant, mais c'est vrai aussi pour les adolescents. Je vais juste vous montrer cette étude qui est, alors j'ai essayé de préciser à chaque fois de quel pays c'était tiré, mais globalement on a à peu près les mêmes effets indépendamment des pays, qui montrent globalement, alors ça paraît un peu compliqué, mais c'est relativement simple, qui montre globalement qu'en fonction du milieu social d'origine, on a des effets sur le mal-être ressenti chez les adolescents post-crise de la Covid, que c'est très lié au fait que finalement, ce qui explique ce mal-être chez les adolescents venant de milieu social défavorisé, c'est essentiellement parce qu'il y a une grosse incertitude sur le futur, et effectivement ces crises sanitaires et sociales, elles impactent aussi finalement la façon dont on peut se projeter, la certitude qu'on peut avoir pour le futur. Et on voit que finalement ces relations entre milieux socio-économiques d'origine, mal-être des adolescents et incertitude relative au futur s'expliquent aussi par des mécanismes très transversaux qui sont impliqués dans tous les apprentissages, qui sont ces fonctions de haut niveau du cerveau qu'on appelle les fonctions exécutives et qui font partie aussi de ces compétences socio-comportementales. Donc finalement, ce que dresse ce premier tableau, c'est que on voit que les moments de crise ont des effets non seulement sur le bien-être ressenti par les enfants et les adolescents, mais ça a des effets aussi sur leurs apprentissages. Et donc, voilà peut-être commencer à poindre finalement les relations qu'il peut y avoir entre l'enjeu de développer les compétences socio-comportementales, parce qu'elles nous permettent d'une certaine manière d'être résilients par rapport aux crises qu'on peut traverser, et parce que aussi, elles sont très liées à nos capacités d'apprentissage. Et d'ailleurs, quand on regarde ces compétences, alors ST, ces compétences socio-comportementales, on voit, et c'est la partie gauche de cette diapositive, on peut globalement catégoriser ces compétences socio-comportementales à travers des grands domaines. Alors, il y a cette capacité à s'autogérer, cette capacité à faire des choix responsables, des capacités à être en interaction avec les autres, des capacités à être finalement conscient des problématiques sociales dans lesquelles j'évolue. Et puis, il y a ma capacité d'autorégulation de mes comportements, et je vais y revenir un peu plus tard. Alors, on entend parler beaucoup des compétences socio-comportementales, et puis parfois on entend aussi parler des compétences du XXIe siècle, mais finalement, ces deux grands champs de compétences se recoupent en partie, en tout cas. Quand on parle de compétences socio-comportementales, on parle aussi de capacité créative et de capacité à engager sa pensée critique. On parle de ma capacité à communiquer avec les autres. On parle de ma capacité à collaborer. Ça relève plutôt des compétences. Et puis, il y a un certain nombre de traits de personnalité qui sont aussi associés à ces compétences du XXIe siècle. On peut, quand on prend cette catégorisation, par exemple, de l'OCDE, retrouver des traits de personnalité comme l'adaptabilité, la capacité à être persistant face à des difficultés, la capacité d'être curieux et de prendre des initiatives, ou encore ma capacité d'exercer un leadership dans un groupe. Donc, on voit globalement, ces compétences, elles sont très larges. Vous voyez bien qu'elles ne recoupent pas complètement des compétences qu'on pourrait trouver dans les programmes scolaires, même si maintenant il y a effectivement un effort qui a été fait pour intégrer ce type de compétences, notamment dans les programmes, mais ça reste des compétences qui sont plutôt les compétences du socle ou qui sont travaillées essentiellement quand on a des moments de crise spécifiques. On peut penser ici au programme phare, par exemple, qui a été mis en place pour lutter contre le harcèlement à l'école. Et on voit bien qu'il n'y a pas finalement une prise en compte globale de ces compétences socio-comportementales de façon systématique dans notre système éducatif. Alors pourquoi c'est un enjeu de travailler sur ces compétences socio-comportementales? Parce qu'on a un certain nombre de données, notamment d'études longitudinales, c'est-à-dire dans lesquelles on a suivi les mêmes enfants dans le temps pendant plusieurs dizaines d'années. Et pourquoi c'est important d'avoir ce type d'études? Parce que finalement, ce type d'études, ce qu'elles nous permettent de faire, c'est de regarder le caractère prédictif d'un certain nombre de compétences, non pas uniquement sur la réussite scolaire des élèves, mais aussi sur leur réussite éducative. C'est bien ça, effectivement, un enjeu dans le système éducatif. C'est bien de travailler à la réussite éducative future des élèves, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils sortent de nos systèmes éducatifs. Et quand on essaye de s'intéresser justement aux compétences qui semblent critiques pour soutenir la réussite éducative des élèves une fois qu'ils sont sortis du système éducatif, ce dont on se rend compte, c'est que justement ces compétences socio-comportementales jouent très fortement sur la réussite éducative. Qu'est-ce qu'on entend par réussite éducative? Alors ça peut se débattre, mais ici dans cette étude présente, ce qu'ils appelaient ou ce qu'ils ont finalement opérationnalisé comme réussite éducative, c'est la santé physique, la santé mentale, le bien-être et l'épanouissement professionnel. Donc quand on regarde l'ensemble de ces facteurs, ce
qui est le plus prédictif de votre santé physique, votre santé mentale, votre bien-être et votre épanouissement professionnel à l'âge adulte, c'est vos capacités socio-comportementales entre 4 et 11 ans. Donc, ça dit quoi pour nos systèmes éducatifs? Finalement, ce que ça dit, c'est que très probablement, il faut pouvoir développer, entraîner ces compétences socio-comportementales, alors certes à l'école, mais aussi à la maison. C'est bien pour ça, effectivement, que ce type de solution se pense aussi dans des démarches coéducatives, dans lesquelles on arrive à travailler ces compétences socio-comportementales dans différents contextes. Mais évidemment, l'école joue un rôle et l'école doit pouvoir aussi prendre un temps pour pouvoir développer ce type de compétences, parce qu'on sait aussi que si on veut avoir des effets sur la réussite éducative future des élèves, il ne faut pas simplement travailler ces compétences socio-comportementales à côté du programme, mais il faut fondamentalement qu'elles soient au centre du programme, c'est-à-dire qu'il faut avoir du temps dédié dans les programmes pour pouvoir travailler ce type de compétences. Alors, pourquoi c'est un enjeu qui est de les travailler? Parce que ces compétences socio-comportementales, elles sont inégalement distribuées. C'est-à-dire que quand on s'intéresse aux inégalités éducatives, on voit que ces inégalités éducatives, elles sont en partie produites par des différences en termes de compétences socio-comportementales. On sait qu'effectivement, quand on s'intéresse aux inégalités éducatives, elles prennent elles émergent très tôt, notamment du fait que le milieu social dans lequel l'enfant va se développer va avoir des effets sur son développement cérébral. Dès 4 mois après la naissance, les courbes de développement cérébral vont différer entre les enfants qui viennent de milieux sociaux favorisés et les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés, notamment du fait de 3 grands facteurs qui vont jouer sur ce développement cérébral. Évidemment, le stress chronique. Alors, quand vous venez d'un milieu social le moins favorisé, vous êtes beaucoup plus soumis à du stress chronique. Si on parle d'un stress, ce n'est pas celui qu'on peut ressentir juste avant de passer un contrôle. On parle effectivement d'un stress qu'on ressent de façon routinière, tous les jours, pendant plusieurs années. Et effectivement, quand on vit dans un milieu social moins favorisé, on est plus soumis à ce stress-là parce qu'il y a une pression sur l'emploi des parents, il y a une pression sur les risques de placement dans les familles d'accueil, il y a des risques aussi plus importants du fait de l'environnement dans lequel l'enfant évolue, et tout ça va avoir des effets et des impacts sur la dynamique du développement cérébral. Et c'est bien parce que ça a un impact sur le développement cérébral que ça a des impacts aussi sur les apprentissages de ces enfants. Ça va jouer évidemment ce milieu social d'origine sur la qualité du sommeil. On sait que les enfants qui viennent de milieux sociaux moins favorisés, du fait même des contraintes liées à l'habitat, vont d'ailleurs une surpopulation au sein des appartements, et que ça jouera sur la qualité du sommeil des enfants. Et on sait que le sommeil est extrêmement important pour les apprentissages, et ça joue aussi sur le développement cérébral et notamment sur la neuroplasticité. Vous savez que la neuroplasticité, c'est cette capacité incroyable du cerveau à se reconfigurer au cours des apprentissages. Et quand on dort mal, finalement, notre cerveau est moins plastique et donc on apprend moins bien. Et puis la dernière chose, sur laquelle peut-être on n'insiste pas suffisamment, c'est que ces milieux sociaux, ils se différencient aussi en termes d'environnement cognitif et d'environnement émotionnel. Et la stabilité de l'environnement émotionnel, notamment dans les milieux sociaux moins favorisés, va jouer sur le développement d'un certain nombre de structures au sein du cerveau, et notamment des structures au sein du système limbique. Alors, parfois, on entend sous un terme qu'il ne faut pas utiliser, mais qui est le cerveau reptilien. Ça n'existe pas, il n'y a pas de cerveau reptilien dans le cerveau. Il y a ce qu'on appelle un système limbique, et effectivement, ce système limbique, c'est l'ensemble des systèmes qui sont impliqués dans notre réactivité émotionnelle. Et effectivement, quand on vit dans un milieu social moins favorisé, quand notre milieu est moins stable d'un point de vue émotionnel, ça va jouer sur le développement de ce système limbique, et ça va donc entraîner des difficultés, par exemple, de régulation émotionnelle chez ces élèves. Et puis, on sait aussi que quand on vient d'un milieu social moins favorisé, on peut être exposé plus fortement à de la violence intrafamiliale. Ce n'est pas uniquement le cas pour les milieux sociaux moins favorisés, mais on a une prévalence plus importante de ce type de violence intrafamiliale. Et on sait que ça a des impacts sur le cerveau et notamment sur la connectivité, c'est-à-dire les fibres nerveuses qui vont connecter ce système limbique dont nous avons parlé et le système préfrontal juste derrière le front, qui permet justement de réguler l'activité de ce système limbique, c'est-à-dire de nous permettre de réguler nos émotions. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si vous avez été exposé à de la violence, mais que pour autant
vous êtes dans un contexte social dans lequel vous êtes bien accompagné, vous pouvez totalement compenser pour cette exposition à la violence très tôt au cours de l'enfance. Et donc, qu'est-ce que ça dit en creux? Ça dit que si nous travaillons sur les compétences socio-comportementales dans le milieu familial et à l'école, on a finalement des leviers pour compenser des environnements qui sont non optimales pour le développement cérébral de l'enfant. Alors, on sait qu'effectivement, cet environnement va avoir des effets notamment sur le stress ressenti par les enfants, ça va avoir un effet sur l'anxiété ressentie, et ici, c'est simplement ce que vous voyez à gauche de la diapositive, ces taches de couleur représentent l'activité dans l'ensemble des régions qui sont impliquées notamment dans la réactivité émotionnelle quand on présente des stimuli émotionnels. Et ce que montre cette diapositive, c'est que quand on vient d'un milieu social moins favorisé, on a une suractivation du cerveau en réaction à la présentation de stimuli extrêmement émotionnels. Et puis, on voit aussi que plus on a de réactivité de cette structure qu'on appelle l'amygdale dans le système limbique. Alors, pourquoi elle s'appelle l'amygdale? Parce qu'elle a vraiment la forme d'une amygdale, celle qui est dans votre gorge, et qu'en fait, plus cette amygdale s'active, plus on a des associations avec de l'anxiété ressentie. Donc, on voit qu'effectivement, travailler sur ces compétences socio-comportementales, c'est aussi une façon, effectivement, de participer à la réduction des inégalités éducatives en travaillant sur des dimensions plus émotionnelles des apprentissages. Et on le sait bien que les émotions s'ajoutent dans les apprentissages. Je voulais simplement vous montrer cette étude qui a été faite par une des chercheuses du LabCID, du laboratoire que je dirige à la Sorbonne, et qui montre qu'il y a un lien entre l'activité de cette structure dont on vient de parler, l'amygdale, et l'anxiété mathématique ressentie. Quand vous placez les élèves dans une grosse machine qu'on appelle l'IRM et que vous regardez l'activité de cette petite région de l'amygdale quand ces élèves essayent de résoudre des problèmes mathématiques, on voit que si l'anxiété mathématique est élevée, on a une suractivation de l'amygdale quand ils sont dans une situation de résolution de problèmes arithmétiques, alors que cette structure est moins activée pour les élèves qui ont une anxiété mathématique faible. Alors pourquoi on s'intéresse spécifiquement à l'anxiété mathématique? Parce que de l'anxiété, il y en a dans toutes les matières, hein, c'est pas spécifique aux mathématiques, mais c'est l'une des matières dans lesquelles la relation entre l'anxiété et la performance dans la matière est la plus forte. C'est pour ça qu'on travaille plus sur cette dimension-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire en creux? Ça veut dire que quand on a des élèves qui ont des difficultés en mathématiques, certes, on peut faire plus de mathématiques, mais on peut aussi finalement se poser la question de savoir comment on peut travailler sur l'anxiété ressentie de ces élèves pour les aider à développer des compétences mathématiques. Parce qu'effectivement, si ces élèves ont développé une anxiété mathématique, leur performance va être très liée à l'anxiété et non pas simplement à leur niveau en tant que tel en mathématiques. Et on sait aussi qu'effectivement, cette anxiété ressentie en mathématiques, ça va avoir des effets de fatigabilité plus importante de ces élèves. Donc, encore une fois, ça renvoie à cette idée que en travaillant les compétences socio-comportementales, on peut réussir d'une certaine manière à diminuer l'anxiété mathématique ressentie par ces élèves. Et non seulement on leur permet de progresser en mathématiques, mais aussi on leur permet de moins se fatiguer dans une situation de résolution de problèmes, par exemple en mathématiques. Et c'est ce que montre cette diapositive. Non seulement quand ces élèves sont placés dans une situation de résolution de problèmes arithmétiques, ils activent plus leur amygdale, mais ils activent plus aussi l'ensemble du réseau qui est impliqué dans la résolution de problèmes arithmétiques, c'est-à-dire les régions pariétales, à peu près ici dans votre cerveau, et puis les régions préfrontales. Et donc, on voit même qu'à niveau de performance égal entre les enfants anxieux en mathématiques et ceux qui ne sont pas anxieux en mathématiques, il y a une suractivation du cerveau pour ceux qui sont anxieux, et c'est ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus fatigués. Et donc, il y a un enjeu aussi pour contrer cette fatigabilité de permettre à ces élèves de développer des stratégies de régulation émotionnelle qui leur permettent justement de gérer leur anxiété. Alors, pour en revenir au statut socio-économique, je voulais juste vous présenter cette étude préliminaire qu'on a menée au laboratoire avec Teresa Iuculano, qui est une spécialiste de ces questions, et notamment de l'anxiété mathématique, et Arnaud Garouge. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré chez des élèves scolarisés en REP REP+, et pour des élèves scolarisés hors REP REP+, leur anxiété générale, leur anxiété mathématique, et puis une petite test de compétences arithmétiques. Donc, c'est simplement un test de fluence arithmétique, le nombre d'opérations arithmétiques qui peuvent effectuer en 3 minutes. Et ce qu'on a montré, alors c'est évidemment une analyse un peu gros grain, on a regardé le milieu social économique, le milieu social d'origine, simplement en contrastant les élèves qui sont scolarisés
en REP, REP+, et ceux qui sont scolarisés hors REP. Alors, ce qu'on voit, et ça c'était attendu, c'est que ceux qui sont scolarisés en REP, REP+, ont de moins bons scores en mathématiques, ils ressentent plus d'anxiété générale et ils ressentent plus d'anxiété mathématique. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que quand vous contrastez les élèves qui viennent de milieux socio-économiques élevés et ceux qui viennent de milieux socio-économiques faibles, les seuls dans lesquels vous trouvez une relation entre l'anxiété mathématique et les performances dans ce petit test de fluence arithmétique sont ceux qui viennent de milieux socio-économiques défavorisés. Ce que ça dit en creux, c'est que si on veut lutter contre les difficultés rencontrées par les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés en mathématiques, encore une fois, je me répète, certes, on peut faire plus de mathématiques, mais peut-être qu'on peut aussi travailler ces compétences socio-comportementales parce qu'elles sont un levier pour permettre à ces enfants de gérer leur anxiété et notamment cette anxiété disciplinaire, ce qui leur permet aussi de faire des progrès dans cette matière-là. Et puis la dernière chose, c'est vous montrer que c'est pas spécifique. Ici, je vous présentais des données essentiellement issues d'élèves scolarisés en primaire, mais je voulais aussi vous montrer que on vient de finir une étude avec Julia Holzer et Mélanie Pinero, qui sont pour l'une doctorante à Vienne et pour l'autre doctorante dans mon laboratoire. Et on s'est intéressé notamment à ces élèves qui viennent de milieux sociaux économiques défavorisés, mais qui réussissent finalement bien au brevet. Et la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes résilient d'un point de vue académique? On s'attend effectivement à ce que les enfants qui viennent de milieux sociaux économiques moins favorisés réussissent moins bien au brevet que ceux qui viennent de milieux sociaux favorisés. Et ce qu'on observe dans cette étude, c'est que les dimensions qui expliquent la résilience académique, ce qui fait qu'un enfant qui vient de milieu social défavorisé réussit académiquement, mais ce n'est pas forcément des dimensions que cognitives des apprentissages. On retrouve le fait d'être heureux à l'école, le fait d'avoir un bon sentiment d'auto-efficacité dans les apprentissages, c'est-à-dire une bonne estime de soi vis-à-vis des apprentissages. On retrouve des compétences exécutives, c'est-à-dire des compétences notamment de mémoire de travail, cette capacité qu'on a à non seulement maintenir des informations et les manipuler dans notre mémoire à court terme, et puis un ensemble de compétences qu'on appelle métacognitives, c'est-à-dire des compétences qui relèvent, alors je ne sais pas pourquoi ça c'est pas grave, qui relèvent de notre capacité à avoir une certaine forme d'autoréflexivité par rapport à nos apprentissages. Et ça relève aussi des compétences socio-comportementales, c'est-à-dire que pour pouvoir comprendre effectivement le rôle des émotions dans les apprentissages, une des choses qu'on doit réussir à avoir, c'est une certaine forme d'autoréflexivité par rapport à ces apprentissages. Alors, il existe un certain nombre de programmes, et c'est aussi là, je dirais, l'enjeu de ce qu'on essaye de faire dans ce programme de recherche entre en partenariat avec SoftKids et Léa.fr, c'est qu'effectivement, il y a des programmes qui ont démontré, qui travaillent justement sur les compétences socio-comportementales et qui ont démontré qu'effectivement, ils pouvaient travailler ce type de compétences pouvait avoir des effets positifs, non seulement sur la réussite académique. Cet ordinateur a décidé de sauter de toute façon. Parfois, de temps en temps. Et donc, simplement pour vous montrer que ce que ça peut donner, d'une part, ça a des effets positifs sur le fait que les élèves, et même, donc c'est un programme qui se déroule chez les enfants de 7 et 8 ans, et puis on va regarder qu'est-ce que ça produit tout au long de la scolarité. Alors, d'une part, on observe moins de décrochage scolaire chez ces enfants. On observe, et ça c'est important, en tout cas chez un certain nombre de ces élèves, des meilleures performances scolaires. Donc, on peut travailler les compétences socio-comportementales et pour autant avoir des effets positifs sur les compétences scolaires ou sur la réussite scolaire. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'opposer les compétences cognitives et les compétences socio-comportementales. On a des effets en termes de comportement qui vont durer pendant, en tout cas, une partie de l'adolescence, que ce soit relatif à des symptômes de type impulsivité, difficulté de concentration, mais aussi sur des comportements agressifs dans la cour de récréation, par exemple. Et ça a même des effets sur les comportements parentaux, c'est-à-dire qu'on a moins de punitions corporelles chez les parents dont les enfants ont suivi ce type de programme. Et puis, la dernière chose, c'est que ces compétences du 21e siècle, ces compétences socio-comportementales, elles relèvent aussi de développer notre pensée critique. Alors, je ne veux pas vous expliquer pourquoi c'est important de développer la pensée critique dans le monde qui est le nôtre, mais je pense qu'on n'a pas forcément suffisamment pris la mesure du fait qu'effectivement, ces compétences de cette pensée critique, elle est absolument fondamentale, notamment pour
aider les adolescents aujourd'hui à discerner les vraies et les fausses informations. Vous savez que les adolescents sont quasiment toutes et tous équipés d'un portable, que ce portable leur permet d'aller sur YouTube, par exemple, et qu'en fait, même s'ils ne vont pas activement chercher d'informations, ils sont de façon quasiment quotidienne, exposés à des informations qui sont plus ou moins vraies. Ils ne sont pas en plus très sensibles à la source de l'information, et que ce qu'on a montré notamment en partenariat avec Nathan, c'est que quand on regarde en sixième, ben, en fait, ces élèves en sixième, ils ont beaucoup de difficultés en cinquième aussi à discerner les vraies des fausses informations. Et ce qu'on a montré au laboratoire, c'est que cette capacité, alors ça paraît très compliqué, mais c'est en fait très simple, je vais simplement vous expliquer ce que veut dire ce schéma. Mais en gros, ce qu'on a réussi à montrer au laboratoire, c'est que cette capacité progressive à discerner les vraies des fausses informations dans le flux d'informations auquel on est exposé est très liée à notre capacité à raisonner de façon logique, même dans des contextes pièges, dans des situations problèmes, par exemple. Et que donc, développer la pensée critique des élèves, c'est aussi développer leur capacité de raisonnement logique, notamment dans des situations dans lesquelles on a des biais de raisonnement ou des biais de décision. Et donc, tout ça va nous amener finalement à faire un projet qui va ressembler un peu à ce projet qu'on a fait par exemple sur la pensée critique, en partenariat avec Léa.fr, dans lequel on va évaluer les compétences avant et après intervention, et puis on va avoir différents types d'interventions, et c'est simplement pour vous dire qu'effectivement, ce qu'on a montré par exemple, c'est qu'on peut développer la pensée critique des adolescents, mais que pour pouvoir développer la pensée critique et avoir des effets positifs sur la capacité à discerner les vraies et les fausses informations, ce qu'on a besoin, c'est aussi d'expliquer le fonctionnement du cerveau récepteur de l'information. Sinon, ce n'est pas forcément optimal comme solution. Je vais passer rapidement parce que je n'ai pas forcément le temps de tout vous montrer, mais tout ça pour vous dire que faire ce type de recherche, ça a aussi un enjeu pour nous et pour Léa.fr et pour SoftKids, c'est parce que ça nous permet progressivement de générer des ressources, de produire des ressources qui sont basées sur des données probantes. Alors, on se dirait, mais pourquoi on a besoin de données probantes en éducation? Je vais simplement vous montrer ce petit exemple parce qu'il est pour moi extrêmement parlant. Scratch, vous en avez sans doute toutes et tous entendu parler, c'est un petit logiciel qui permet d'apprendre le codage aux élèves. Et dans un certain nombre d'écoles, Scratch est utilisé pour développer la pensée analytique de l'enfant et avec l'idée derrière que ça pourrait être effectivement un moyen de développer la pensée mathématique des enfants. Et donc, on a un certain nombre d'enseignants qui aujourd'hui utilisent Scratch de façon routinière pour essayer de développer les compétences mathématiques des enfants. Et de façon très surprenante, utiliser Scratch dans les écoles a des effets négatifs sur toutes les compétences mathématiques qui sont évaluées dans cette étude, que ce soit sur la compréhension des divisions euclidiennes, que ce soit sur la décomposition de l'addition ou sur la compréhension des fractions. Utiliser Scratch marche moins bien que de ne pas utiliser Scratch. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous demandez aux enseignants, mais est-ce que vous pensez que Scratch fonctionne? Évidemment, tous les enseignants qui l'utilisent pensent que Scratch fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a besoin de données probantes en éducation. C'est pour ça que quand on travaille avec Léa.fr et avec une start-up de la tech comme SoftKids, l'enjeu, c'est d'évaluer les effets produits parce qu'on doit s'assurer qu'effectivement, ce type d'outils développe bien les compétences qui sont visées dans l'outil qu'on est en train de développer, d'où l'enjeu de faire un pré-test, un post-test, d'avoir un groupe expérimental et d'avoir un groupe contrôle quand on essaye de valider ce type d'outil. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai évidemment débordé un tout petit peu, mais c'était 2 minutes. C'était pas mal du tout. Et je vous laisse sur une diapositive de l'ensemble des membres de la FCD qui travaillent sur l'ensemble des données que je vous ai présentées aujourd'hui. Merci beaucoup Grégoire pour cette présentation. Alors, on va passer dans quelques minutes à la phase de questions, donc n'hésitez pas à les poser dans la longue question et Grégoire y répondra ensuite. Et moi, je prends juste quelques minutes pour vous présenter le projet de recherche collaborative qu'on va vous présenter avec SoftKids et avec le LabCD. Donc, il s'agit en fait de tester l'application SoftKids dans votre classe avec vos élèves, donc du CE1 au CM2 uniquement pour l'instant, mais on pourra envisager les années futures de pouvoir élargir ces niveaux. Donc l'objectif, c'est de tester un des 5 modules de l'application. Donc il y a la confiance en soi, la persévérance, la gestion des émotions, le vivre ensemble et l'esprit critique, pardon. Et l'objectif, c'est donc de tester un de ces modules avec vos élèves. Donc, pour chaque module, vous aurez entre 4 et 5 séances
en classe, donc à répartir sur 4 semaines d'entraînement. Ces 4 semaines d'entraînement se feront entre la Toussaint et Noël. Et pour chacune de ces séances, en fait, il y aura à la fois une partie qui se passera sur tablette, donc où les élèves vont pouvoir jouer à des activités sur la tablette. Puis il y aura ensuite une deuxième partie où il y aura cette fois une activité en classe, donc où tous les élèves pourront participer à la même chose en même temps. Donc il y aura par exemple des débats ou encore des jeux de rôle. Donc comme Grégoire le disait, tout ça se fait dans le cadre d'une recherche collaborative. Donc il va y avoir un groupe contrôle, un groupe expérimental, et puis des évaluations qui seront en fait des questionnaires qui seront avant de tester le module dans votre classe, juste après avoir testé le module, et puis quelques temps après avoir testé le module pour voir l'effet à plus long terme. Donc les inscriptions sont d'ores et déjà en ligne sur lea.fr et on vous enverra le mail dans les prochains jours sur comment s'inscrire à ce groupe. Donc on va maintenant passer aux questions. Pour le moment, il n'y en a pas. Mieux, on a été extrêmement clair. Et quoi on attend? Donc on va attendre un petit peu que les gens aient le temps d'écrire leurs questions. On tape les questions dans le chat, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour être sûr que ça fonctionne. Oui, c'est bon. La première étape. Alors, est-ce qu'il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente pour des expérimentations de ce type au collège cycle 4? Alors, ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez, donc, en allant sur Léa, sur l'article pour s'inscrire à la recherche actuelle, manifester votre envie dans les commentaires, donc de dire que vous êtes cycle 4 et que vous aimeriez tester cette expérimentation. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on propose d'autres expérimentations pour le cycle 4 de recherche, notamment cette année sur les fake news. Donc, vous pouvez très bien vous inscrire sur la liste d'attente pour une prochaine expérimentation, mais aussi ne pas hésiter à regarder ce qui se passe sur Léa et pourquoi pas participer à une autre expérimentation pour le cycle 4. Alors, pour le lien, vous le recevrez par mail avant la fin de semaine avec le replay de la conférence. Alors, je ne suis présente qu'une journée par école. Peut-on quand même s'inscrire? Alors, en fait, tout dépend de comment vous êtes équipé dans votre classe. Si vous avez une tablette par élève, par exemple, c'est tout à fait envisageable de faire l'expérimentation sur une journée par semaine dans la classe, puisqu'en fait, vous avez 4 modules à tester en 4 semaines. Donc, ça fait un jour par semaine. Donc, ça pose aucun problème. Alors, on a des questions qui te concernent plus. Vous avez montré les effets de la Covid sur le bien-être des enfants. A-t-on des études sur le plus long terme? Quels sont les effets en 2023? Sont-ils pérennes? La question, c'est de savoir effectivement si ça a été maintenu dans le temps. Oui. Alors, il y a effectivement un certain nombre de données. L'élection des données sur le ministère de l'Éducation nationale, qui suggère qu'on a eu un rattrapage partiel, en tout cas, pour ce qui relève des compétences scolaires. Maintenant, quand on regarde dans le détail, on n'a pas forcément de données complètement consolidées relatives aux inégalités éducatives. Et donc, l'enjeu, c'est peut-être aussi de voir qu'est-ce que ça va donner dans le temps. Et puis, la dernière chose, c'est qu'effectivement, sur la santé mentale des adolescents, en France, nous sommes et des enfants, nous sommes très, très en retard. On vient juste de lancer la première cohorte, Santé publique France vient de lancer cette étude, qui va nous permettre d'avoir un espèce de baromètre de la santé mentale des enfants. Donc, pour l'instant, c'est très difficile de vous répondre. On voit ce qu'on a vu exploser, effectivement, c'est un certain nombre de symptômes, notamment dépressifs chez les adolescents. On est passé de 15% d'adolescents qui avaient des difficultés psychologiques à 30 à 35% d'adolescents qui présentaient ce type
de symptômes. Donc, on sait que ça a eu un effet et pour l'instant, de ce point de vue-là, on n'a pas résorbé cette problématique-là. Mais parce que de façon plus globale en France, on a une difficulté de prise en charge aussi des enfants et des adolescents sur cette dimension de santé mentale et de bien-être. Alors, j'ai bien noté les pourquoi, mais avez-vous des exemples de moyens concrets sur les comment enseigner les compétences socio-cognitives, notamment en collaboration avec les parents? Alors, il y a plusieurs dimensions. Effectivement, c'est d'une part d'aller regarder ce que fait SoftKids, parce que c'était effectivement un des enjeux, c'était d'essayer de pédagogiser ce type de contenu. Ensuite, l'idée, c'est effectivement d'avoir des entrées progressives sur ces différentes compétences. Quand on pense par exemple à la dimension de l'empathie, on peut la prendre dans des dimensions qui sont plus ou moins émotionnelles. L'empathie, d'abord, dans un premier temps, capacité qu'on a à se mettre à la place de l'autre. Donc, on peut travailler très bien avec des enfants et au sein de l'école et en dehors de l'école, cette capacité déjà à prendre une perspective qu'on appelle hétérocentrée, c'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre, déjà comprendre que ce que je vois de mon point de vue n'est pas ce que voit l'autre personne de son point de vue. Ça, c'est une première temps, je dirais, très cognitive de l'empathie. Puis, progressivement, on va montrer aux enfants comment, finalement, c'est vrai aussi du point de vue émotionnel. C'est-à-dire que je peux ressentir une émotion très différente d'une autre personne et que pour pouvoir comprendre ce qui déclenche cette émotion, là on est bien dans l'empathie, chez cette autre personne, il faut non seulement que je me mette à la place de lui, et puis ensuite que je fasse preuve de ce qu'on appelle les théories d'esprit, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les états mentaux d'autrui. Et pour travailler sur les états mentaux d'autrui, on peut le faire par exemple sur la lecture de textes. C'est-à-dire qu'on sait par exemple que quand on lit un texte, si on pose des questions aux enfants relatives aux états mentaux des personnages, à la façon dont ces personnages se sentent, leurs états émotionnels, c'est une façon de développer ces compétences socio-émotionnelles. Voilà très concrètement comment on peut imaginer finalement progressivement amener à travailler sur l'empathie, pas simplement en expliquant ce qu'est l'empathie, parce que c'est évidemment pas suffisant, mais effectivement en progressivement essayant de développer finalement l'ensemble des ingrédients dont on a besoin pour être empathique. C'est la même chose pour collaborer. Collaborer, c'est comme tout autre apprentissage, ça s'apprend. On doit apprendre, par exemple, à réguler ses actions, son temps de parole et tout ça. C'est des petits exercices qu'on peut faire. Alors, il y a évidemment des programmes qui ont été pensés comme ça, dans lesquels on apprend à stopper son action. C'est le feu rouge. Ou dans un programme qu'a développé notamment Marie, c'est Captain Inhibition, qui va d'un coup nous permettre d'être un peu moins impulsif. Et tout ça, ça fait partie des compétences socio-comportementales ou socio-cognitives. Bien, merci. Alors, on est plus sur une question de vocabulaire. Est-ce qu'il y a une différence entre les compétences socio-comportementales et les CPS ou est-ce que c'est simplement une appellation différente? Alors, globalement, les compétences psychosociales, les compétences socio-comportementales, les compétences du 21e siècle, les compétences socio-émotionnelles renvoient quand même à des champs de compétences qui sont assez semblables. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait plutôt, effectivement, on a utilisé le terme compétences psychosociales. Maintenant, on entend socio-comportementales et compétences socio-émotionnelles. Finalement, elles renvoient quand même à des champs de compétences qui sont relativement similaires, en tout cas pour ce qui relève des compétences d'élèves, c'est-à-dire pas forcément des traits de personnalité. Et quand on parle de capacité à exercer sa pensée critique, quand on parle de capacité à être attentif aux autres, quand on parle de cette capacité à développer des interactions sociales, quand on parle de cette capacité à collaborer, tout ça relève finalement d'un champ de compétences qui renvoie aux compétences psychosociales, socio-émotionnelles et socio-comportementales. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que nous sur la prise en compte de la santé mentale des élèves? Est-ce que vous avez connaissance de dispositifs intéressants mis en œuvre dans d'autres pays? Alors, il y a des pays, effectivement, qui sont plus sensibilisés sur ces questions-là, ou en tout cas qui ont des indicateurs un peu plus systématiques du bien-être scolaire. Alors, on peut, évidemment, on pense tous aux pays du nord de l'Europe. On sait par exemple qu'au Danemark, vous avez sans doute déjà entendu, il y a des cours d'empathie. Mais il y a aussi, et ça on oublie aussi de le dire, au Danemark, il y a des cours de psychologie en fait. Au lycée, on ne fait pas des cours uniquement de philosophie, on fait aussi des cours de psychologie. Et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, la France, que ce soit même dans la façon de reconnaître des problématiques psychologiques chez l'enfant, d'avoir des indicateurs fiables de la santé mentale
et du bien-être, que ce soit familial, mais aussi du bien-être scolaire. Il n'y a quasiment pas d'indicateurs du bien-être scolaire aujourd'hui qui sont utilisés dans les écoles. Alors, on prend des proxys de cela, hein, on va prendre le climat scolaire et autres, mais c'est pas exactement la même chose que de demander de façon régulière aux élèves, dans l'ensemble du système éducatif, comment ils se sentent bien à l'école. Donc on le fait, mais généralement c'est pour leur demander si ils aiment bien leur toilette et autres. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on arrive à développer un outil pour évaluer finement la santé mentale. Et puis effectivement, en termes d'approche psychosociale ou socio-émotionnelle, on est un peu loin d'autres pays, même on peut penser à la Suisse par exemple, ou certaines régions en Allemagne qui ont effectivement pris beaucoup d'avance de ce point de vue-là. On reste finalement une école très centrée sur les savoirs académiques et sur les compétences cognitives. Je ne vous apprends rien. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent quelles sont les sources concernant les études de Scratch, qui voudraient partager du coup les études que tu as montrées à leurs collègues. Oui. La référence est dans ta présentation. Alors, la référence normalement est dans la présentation, et sinon, ils peuvent aller voir le laboratoire qui a publié cela, qui est un laboratoire de sciences de l'éducation de l'Université de Grenoble-Alpes et qui s'appelle, et là évidemment, le LARAC, il me semble, LARAC. Et ils trouveront sans doute non seulement l'étude, mais j'espère qu'ils trouveront aussi un résumé de cette étude. C'est un laboratoire qui a normalement l'habitude de diffuser ce type de connaissances auprès du grand public. Vous verrez que c'est une étude extrêmement intéressante, effectivement. Je crois qu'effectivement, on a dans la communauté pédagogique des enseignants qui veulent bien faire, qui essayent d'utiliser ce type d'outils, notamment les outils numériques, et qui parfois, effectivement, c'est un peu, je dirais, un des points faibles aujourd'hui du système éducatif. On a beaucoup d'outils disponibles, mais on n'a pas forcément d'évaluation de ces outils. Je crois que c'est effectivement un enjeu éthique de s'assurer que ces outils produisent bien ce qu'ils sont censés produire en termes d'apprentissage. Et c'est exactement ce qu'on va faire là. Hein. Le projet avec SoftKids, il vise précisément à cela, c'est-à-dire évaluer si réellement ce type de modules permettent de développer des compétences socio-comportementales. Et si c'est le cas, à ce moment-là, de pouvoir le diffuser à grande échelle, mais au moins il y aura une preuve de validité de cet outil. Alors, on demande quelles sont les différences qu'il y a entre le programme SoftKids et le programme Free for Alors, je ne connais pas spécifiquement ce programme-là. Souvent, quand on regarde les programmes de compétences socio-émotionnelles, ils peuvent varier un peu. Je dirais que là, l'enjeu du programme SoftKids, en tout cas dans sa philosophie, c'est depuis la construction des modules de proposer des activités qui sont basées sur des données probantes. Donc, on a une thèse, une doctorante travail que vous voyez, je ne sais pas si on a encore si la diapositive est encore là. Et donc, juste sous le petit logo du LabCD, vous voyez Lucille Duguet avec ses lunettes et qui est en charge justement de valider scientifiquement l'ensemble du contenu des modules. Donc, ça, c'est la première étape. Utiliser des données probantes, c'est aussi, dans un premier temps, construire du matériel sur la base de données probantes issues de ces recherches-là. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer, est-ce qu'on peut construire le meilleur outil du monde, basé sur les meilleures recherches du monde. Parfois, ça ne produit pas les effets escomptés. Donc, la deuxième étape, c'est effectivement de valider si on produit bien les compétences qui sont censées être développées dans ce module, dans ces différents modules. Alors, est-ce que le niveau de compétences socio-comportementales a progressé au résultat en France au cours du temps? C'est une très bonne question et la réponse, c'est que pour l'instant, on ne sait pas très bien les mesurer. C'est un peu un des challenges en fait de ce domaine-là, c'est que c'est mesurer les compétences socio-comportementales ou socio-émotionnelles, c'est pas si facile que ça. On utilise beaucoup pour l'instant de questionnaires qui sont auto-déclaratifs, ce qui pose un certain nombre de soucis parce que vous le savez aussi, on a ce qu'on appelle un certain biais de désirabilité sociale. C'est toujours mieux de dire qu'on est très empathique, qu'on fait très attention aux autres et qu'on est extrêmement altruiste plutôt que de dire qu'on est très égoïste et ainsi de suite. Donc, c'est un peu difficile et c'est pour ça qu'on essaye effectivement dans ce type de domaine aujourd'hui d'essayer de développer des outils qui nous permettent d'évaluer un peu plus objectivement ce type de compétences, même si c'est très complexe, hein, parce que l'empathie, c'est pas simplement un petit test qui peut évaluer ça, il y a aussi en fonction du contexte, donc ça peut être par des observations, mais il y a d'autres types de variables qu'on peut essayer d'évaluer. Par exemple,
C'est ce que faisait le programme PASS, c'est-à-dire de regarder des variables qui sont, par exemple, au niveau de l'école ou au niveau de la classe. Est-ce que ça a changé le climat de classe? Est-ce qu'il y a moins d'agression entre les élèves? Est-ce qu'il y a, en termes de climat scolaire, est-ce qu'on voit des effets bénéfiques de ce type de programme? Donc voilà ce qu'on essaie de croiser finalement. C'est et des outils qui permettent d'évaluer chez un élève spécifiquement ces compétences-là, mais aussi de prendre d'autres types de données établissements ou classes qui permettent aussi d'avoir finalement des données qui ne sont pas simplement des données déclaratives. Et c'est un véritable enjeu, hein, et tout le monde essaye de travailler là-dessus en ce moment. Alors, on a une question, je ne sais pas si tu as vraiment toutes ces ressources, mais c'est les ressources de School Navi, Carta, des TPS, des IREF, est-ce qu'elles sont référencées comme des données prouvantes? Non, je pense que la question aussi au-delà de ça, c'est comment on peut savoir si des références sont issues de données probantes. C'est une question qui est entière et qu'on n'a pas forcément réussi à trancher. Alors, à ma connaissance, pour en tout cas une partie d'entre elles, elles n'ont pas encore été évaluées. C'est pas nécessairement problématique dans un premier temps. Il faut aussi comprendre qu'effectivement, dans ce domaine-là, il y a une espèce de temps, effectivement, d'innovation pédagogique. On met en place un certain nombre de choses, on met des outils en place, mais effectivement, ce qui ne doit, je dirais, entre guillemets, pas arriver, c'est qu'à un moment, il n'y ait pas cette volonté de faire une évaluation de ces dispositifs. Ça, c'est une culture qui doit changer quand même dans notre système éducatif et effectivement, de laisser la part à toute innovation pédagogique, mais d'essayer de trouver des moyens d'évaluer cette innovation pédagogique, surtout quand on est dans une phase de généralisation. C'est-à-dire que notre système éducatif a une petite tendance parfois à généraliser très rapidement un certain nombre de dispositifs sans avoir pris le temps d'une évaluation rigoureuse. Donc, pour un certain nombre de ces dispositifs, je sais effectivement qu'ils n'ont pas encore été évalués. Pour autant, je sais aussi que pour un certain nombre de ces dispositifs, il y a une volonté des gens qui portent ces dispositifs de les évaluer. Encore une fois, ça prend un peu de temps, mais je pense aussi qu'on doit pouvoir générer progressivement dans le système éducatif aussi des possibilités d'évaluation plus locale de ces dispositifs, parce qu'on sait, vous savez aussi que chaque contexte étant un peu différent, il va falloir aussi réussir au sein des équipes d'évaluer ça. Mais un des grands avantages de travailler avec l'IA, c'est précisément de pouvoir accélérer ce processus et d'avoir des processus d'évaluation qui vont un peu plus vite parce que justement, on utilise une plateforme, on utilise une communauté qui est volontaire et qui veut participer à ce type de recherche. Et cette recherche participative et collaborative, c'est pour ça qu'on la porte entre l'EA et le LabCID et d'autres laboratoires avec lesquels l'EA travaille, parce qu'effectivement, c'est une façon d'accélérer ce processus d'évaluation d'un certain nombre d'outils. Alors, c'est vrai sur les compétences psychosociales, je voulais simplement rappeler que c'est vrai de tout type de dispositif pédagogique qu'on met en place. Donc, si on veut être très rigoureux de ce point de vue-là sur les compétences psychosociales, je rappelle qu'il faudrait le faire sur tous les autres dispositifs. Alors, une personne qui nous dit: j'ai lu récemment des critiques sur l'étude dont j'utilisais pour Marshmallow et ses réflexions. Les résultats sur le caractère prédictif et compétences de régulation liées à cette compétences. Alors, c'est une très bonne, effectivement, une bonne question. Alors, il faut dissocier deux choses. Il y a la question, effectivement, de cette étude spécifique du Marshmallow, où effectivement, il y a un certain nombre de critiques relatives au fait que cette étude a été menée dans un échantillon qui était peu représentatif de la population générale, parce que c'était une étude qui a été menée à Stanford, avec autour de Stanford essentiellement des populations relativement favorisées. Et que quand on essaye de répliquer cette étude dans des populations moins favorisées, on a effectivement un caractère, ou en tout cas quand on contrôle pour le milieu social d'origine, on peut avoir des effets qui sont moins forts du caractère prédictif de cette capacité, de ces données qui sont collectées dans ce test en particulier. Pourquoi? Parce que si vous venez d'un milieu social défavorisé, la bonne stratégie, c'est, je vais un peu caricaturer les choses, mais c'est d'exploiter les ressources disponibles à un moment T dans votre environnement. Parce que justement, il y a une incertitude forte sur le futur. Donc en fait, peut-être que la meilleure stratégie, c'est de manger le marshmallow maintenant. Je caricature un peu les choses, mais c'est à peu près ça. Sauf que, je répète que dans l'étude que je vous ai présentée, ça n'est pas le test du marshmallow qui est utilisé. Je vous ai juste mis les lignes du test du marshmallow pour que ça vous renvoie effectivement à cette expérience. Mais dans ce test-là, c'est des observations. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est des observations faites en classe, à la maison,
qui justement permettent d'évaluer ses capacités d'autorégulation et de contrôle de son impulsivité dans le milieu scolaire et dans le milieu familial. Donc, oui, pour ce qui relève du marshmallow, mais non pour ce qui relève du caractère prédictif des compétences d'autorégulation qui restent prédictives, assez prédictives en tout cas, de la réussite éducative. Peut-être moins de la réussite scolaire, puisque la réussite scolaire, on sait que c'est très lié par exemple au quotient intellectuel. Merci. Alors, on va arriver au terme des questions. On va en prendre, je pense, une dernière qui est quelles sont les activités proposées sur tablette. Donc, est-ce que c'est des jeux? Est-ce que c'est des questionnaires? Comment ça se passe? Donc, il y a des activités, effectivement, et qui ont été travaillées notamment avec Léa.fr pour qu'elles soient utilisables en classe, puisqu'à l'origine, les activités relevaient plutôt d'activités à faire dans la sphère familiale. Donc, il y a eu tout un travail d'adaptation, notamment en interaction avec des enseignants qui ont donné leur avis sur les activités qui avaient été développées. Et puis, il y a effectivement, dans l'application même, et c'est ça l'enjeu de ce que nous essayons de faire dans la phase d'évaluation de l'application, des questionnaires qui vont nous permettre d'évaluer avant et après l'ensemble des activités, les progrès qui ont été faits par les élèves via ces activités qui sont proposées sur les tablettes et dans différents modules. Alors, je pensais que c'était la dernière question, mais il y a quelqu'un qui me parle de gestion de la frustration, donc je ne voudrais pas poser la question. Donc, ces compétences ne sont-elles possibles à développer que enfant, ou est-ce que les adultes peuvent aussi encore les acquérir, et donc, par exemple, la gestion de la frustration? Alors, ces compétences, comme toute autre compétence, elles sont évidemment, on peut les développer à tous les âges. Notre cerveau reste plastique, même en dehors des périodes de développement cérébral, entre 0 et même avant la naissance jusqu'à 20-25 ans. On a toujours la capacité de développer ces compétences-là. On peut le faire en ayant effectivement un certain nombre d'activités définies. On peut aussi prendre du recul par rapport à un certain nombre. On sait que ce qui fonctionne bien, par exemple, quand on est dans une situation du marshmallow. Alors, le marshmallow, peut-être effectivement, je ne vais pas suffisamment expliquer, mais la tâche est la suivante. On vous dit, je te donne un marshmallow maintenant. Alors, ça marche avec n'importe quel type de gratification immédiate. Ça peut être un marshmallow, ça peut être de l'argent. Je te donne un marshmallow maintenant, ou si tu attends, quand je reviens, avec un délai que vous ne connaissez pas, je t'en donne un deuxième. Donc, on essaie de regarder la capacité, finalement, des individus à résister à la tentation immédiate pour obtenir une gratification immédiate plus importante dans le futur. Ça, on sait que ça se travaille, par exemple, en réévaluant effectivement le plaisir associé à manger tout de suite le marshmallow. Quand vous avez des stratégies de régulation, vous pouvez attendre plus longtemps, vous avez la capacité de différer plus votre plaisir. Et la frustration fonctionne un peu sur le même mode, c'est-à-dire il faut réussir à mettre en place des stratégies de régulation émotionnelle. Et donc, ces stratégies de régulation émotionnelle, c'est d'avoir une analyse cognitive un peu différente de la situation. Et puis la deuxième chose, c'est que plus on est mis dans une situation similaire, plus notre cerveau en fait va réagir moins fortement dans cette situation-là. Donc plus on est confronté à des situations, je vais un peu le caricaturer, dans lesquelles on est frustré, plus en fait on gère mieux la frustration. Super, merci. Alors, la dernière question, c'est est-ce qu'on peut redonner le nom de l'application et du projet collaboratif qui s'appelle et donc, pour le projet collaboratif, vous le retrouvez directement sur Léa.fr et vous recevrez un mail donc demain ou jeudi pour avoir le lien direct vers l'inscription. Mais vous pouvez tout à fait le retrouver sur Léa assez facilement puisqu'il est directement sur la page de présentation. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire à cette nouvelle recherche collaborative, donc en collaboration avec SoftKids et le Lab Ciné. Merci beaucoup Grégoire pour cette intervention et présence. Merci à tous d'être restés présents jusqu'à la fin pour poser vos questions. Et puis, du coup, à bientôt pour une belle webconférence. Merci beaucoup pour cette invitation ce soir et merci à toutes et à tous de vous être connectés pour ceux qui nous regarderont en replay. Au revoir. Au revoir.